Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de l'Académie vétérinaire ILS, je vous propose de vous expliquer que faire face à la maladie rénale chronique ou MRC. Nous reviendrons tout d'abord sur les objectifs du traitement, l'alimentation à choisir lors de MRC, si on doit ou pas administrer des fluides à son patient. Je vous expliquerai aussi comment traiter l'hyperphosphorémie, l'hypokaliémie, l'anémie, l'hypertension artérielle, mais aussi la protéinurie. Je vous indiquerai comment améliorer le confort digestif des patients souffrant de MRC et comment assurer leur suivi. Alors vaste programme, donc surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. Les objectifs du traitement incluent l'identification et le traitement des causes sous-jacentes, la prévention et le traitement des complications, la gestion des comorbidités et le ralentissement de la progression de la perte fonctionnelle rénale. Dans de nombreux cas, un traitement spécifique de la maladie rénale chronique n'est pas disponible et la thérapie de soutien constitue l'essentiel du traitement. Le choix d'une alimentation adaptée est essentiel lors de MRC. Les régimes alimentaires prescrits pour traiter la MRC diffèrent des alimentations physiologiques. Ils contiennent souvent moins de protéines, de phosphore et de sodium et plus de fibres solubles. Ils ont une densité calorique plus élevée et sont supplémentés en acides gras oméga 3 et en antioxydants. Les aliments rénaux ont un effet neutre sur l'équilibre acido-basique. Il a été prouvé qu'une alimentation adaptée minimise les épisodes urémiques et la mortalité chez les chats atteints de MRC au stade IRIS 2 et 3. Il y a un débat sur la quantité de restriction protéique nécessaire chez les chats atteints de MRC. Une restriction excessive des protéines peut entraîner une perte de masse corporelle maigre et affecter la qualité de vie en raison de la malnutrition protidocalorique. Les besoins énergétiques peuvent également être plus élevés chez les chats âgés. Il est important de maintenir un ingéré calorique adéquat pour prévenir la malnutrition protidocalorique. Une restriction modérée des protéines associée à une restriction du phosphore pourrait être optimale. Moins de protéines alimentaires totales peuvent être administrées si les protéines sont très digestibles et d'une haute valeur biologique. La restriction du phosphore dans l'alimentation semble encore plus importante que la restriction des protéines. Elle permet de ralentir la progression de la maladie et améliorer la survie des chiens insuffisants rénaux, tout en limitant la minéralisation rénale chez les chats affectés. Les acides gras polyinsaturés oméga 3 peuvent être bénéfiques car ils diminuent l'inflammation, abaissent la pression artérielle, offrent des effets antioxydants et limitent la calcification rénale. Il est donc conseillé de nourrir les insuffisants rénaux avec un faible ratio oméga 6, oméga 3. Les régimes rénaux sont introduits progressivement sur 2 à 4 semaines. Il est déconseillé de passer à un aliment rénal pendant l'hospitalisation. Il est préférable d'introduire le nouvel aliment lorsque l'animal rentre à la maison. Les patients en stade 4 sont souvent anorexiques, quelle que soit l'alimentation proposée. Chauffer l'aliment à température ambiante ou ajouter de l'eau ou du jus de thon peut améliorer l'appétence. Certaines alimentations rénales faites maison sont nutritionnellement inadéquates et inappropriées pour prendre en charge la MRC. Les alimentations rénales faites maison doivent être formulées et évaluées par un vétérinaire nutritionniste certifié. La thérapie par fluide sous-cutané avec une solution électrolytique équilibrée et alcalinisante peut être bénéfique pour les patients atteints de MRC de stade 3 et 4. Les doses varient de 75 à 150 ml toutes les 12 à 72 heures. La thérapie par fluide sous-cutané n'augmente pas la filtration glomérulaire ni la fonction rénale. Cependant, elle aide à maintenir l'hydratation, augmente l'élimination de l'urée en augmentant les débits du flux tubulaire et aide à prévenir l'élévation supplémentaire de l'urée et de la créatinine due à des causes pré-rénales. Elle peut également améliorer l'appétit et le niveau d'activité chez certains patients. Néanmoins, aucune étude clinique contrôlée n'a montré que la thérapie par fluide sous-cutané prolonge la survie ou améliore la qualité de vie. Les patients déshydratés peuvent avoir besoin d'une thérapie par fluide intraveineux pour corriger leur déficit. La dose de fluide doit inclure la quantité nécessaire pour la réhydratation, l'entretien et les pertes continues.
Une hospitalisation est toutefois évitée autant que possible chez un patient souffrant de MRC. D'autres options supplémentaires pour encourager la consommation d'eau comprennent l'utilisation de compléments alimentaires spécifiquement formulés, de fontaines à eau pour animaux, l'ajout d'eau ou d'agents aromatisants dans la nourriture, la fourniture d'une alimentation en conserve appropriée et l'accès à de l'eau fraîche en permanence. L'hyperphosphatémie survient chez de nombreux patients atteints de MRC et son incidence augmente à mesure que la maladie progresse. Elle contribue également à la progression de la MRC et est associée à une diminution de la survie. Idéalement, les niveaux de phosphore sérique doivent être maintenus entre 27 et 46 mg par litre au stade IRIS-2, moins de 50 mg par litre au stade IRIS-3 et moins de 60 mg par litre au stade IRIS-4. Nourrir un patient avec un aliment rénal est souvent efficace pour maintenir des niveaux de phosphore souhaités au premier stade de la MRC. Cependant, certains patients au stade 2 ou plus peuvent nécessiter une thérapie supplémentaire avec des agents chélateurs du phosphore intestinal. Plusieurs médicaments et compléments alimentaires sont disponibles actuellement sur le marché. Les chélateurs du phosphore intestinal sont administrés avec les repas. L'hypokaliémie est plus fréquente chez les chats que chez les chiens. Elle peut se développer à partir de l'anorexie, des pertes urinaires et fécales, de l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone et du déplacement transcellulaire dû à une acidose métabolique chronique. Les aliments rénaux sont généralement supplémentés en citrate de potassium, mais certains patients peuvent nécessiter un supplément de potassium. Le gluconate ou le citrate de potassium peuvent être administrés par voie orale selon les besoins. L'anémie est une complication courante. Un traitement est envisagé si l'anémie affecte la qualité de vie, ce qui est plus probable lorsque l'hématocrite est inférieur à 25%. La thérapie de remplacement hormonal avec de la darbépoïétine alpha est un traitement efficace à long terme, même si un peu coûteux. Elle s'administre à la dose de 1 microgramme par kilo sous-cutané tous les 7 jours. La dose peut être réduite à une administration toutes les 2 à 3 semaines, une fois que l'hématocrite est dans le bas de la plage cible qui est de 25 à 30%. Un supplément en fer est nécessaire pour les patients sous darbépoïétine alpha en raison de la carence fonctionnelle en fer, causée par la régulation positive de l'hepcidine et la diminution de la capacité totale de liaison du fer. Le fer dextran peut être administré par voie intramusculaire tous les 1 à 2 mois. Le sulfate ferreux peut être administré, mais les effets secondaires gastro-intestinaux sont fréquents avec le traitement oral et le médicament peut ne pas être bien absorbé. Un traitement est instauré dès que l'hypertension systémique est confirmée, même si l'hypertension n'est pas un facteur de risque prouvé pour la progression de la MRC chez les chats. L'objectif est de réduire la pression artérielle systolique à moins de 160 mm de mercure et de minimiser les risques de lésion des organes cibles. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou IECA ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, comme le telmisartan, sont contre-indiqués chez les patients déshydratés ou hypovolémiques. La surveillance de la créatinine sérique et de la pression artérielle est nécessaire pour éviter les événements indésirables, tels qu'une élévation de la créatinine sérique de plus de 15% ou une pression artérielle inférieure à 120 mm de mercure. Le risque d'effets secondaires est plus important au stade 3 à 4. La surveillance de la pression artérielle est nécessaire pendant le traitement. Après stabilisation, la pression artérielle peut être contrôlée tous les 3 mois. Les patients présentant de la protéinurie ont un risque accru de progression de la MRC, de réduction de la durée de vie et d'augmentation de la mortalité. Le traitement par IECA ou telmisartan réduit la pression intraglomérulaire et peut diminuer la protéinurie. Un aliment rénal et l'administration d'IECA ou de telmisartan sont indiqués pour les patients avec un RPCU supérieur ou égal à 0,4. Les gastroprotecteurs tels que les antagonistes des récepteurs H2, l'ondansetron, l'oméprazole, l'amyrtazapine et le maropitant peuvent être utilisés contre les vomissements et les nausées.
Par ailleurs, la dysbiose intestinale peut survenir lors de la MRC dès le stade IRIS 2. L'urémie peut affecter négativement le microbiome intestinal et la dysbiose intestinale peut aussi augmenter la production de toxines urémiques dans le côlon à partir de la fermentation des protéines. Cette accumulation de toxines urémiques produites au niveau du côlon peut contribuer à la progression de la MRC, réduire la production d'érythropoïétine et affecter négativement les fonctions neurologiques et cardiaques. La dysbiose intestinale peut également altérer la production d'acides gras dans le côlon au stade 3 et 4 de la MRC. Les mesures qui peuvent être envisagées pour contrer l'absorption des toxines urémiques incluent la modification du contenu en protéines de l'alimentation, l'utilisation de prébiotiques spécifiques associés à des probiotiques et l'administration orale d'adsorbants particuliers qui lient le sulfate d'indoxyle dans l'intestin. L'évitement de la constipation et la diminution de la fréquence des selles peuvent également réduire la production de toxines urémiques. La prévention et le traitement de la constipation peuvent inclure la correction de la déshydratation, l'ajout de fibres à l'alimentation, l'utilisation de laxatifs osmotiques et l'administration d'agents prokinétiques selon les besoins. Des examens physiques répétés et des tests de laboratoire sont nécessaires pour surveiller la progression de la maladie, identifier et traiter les complications secondaires et déterminer le succès du traitement. Il est recommandé d'évaluer la numération sanguine complète, le bilan biochimique sérique, l'analyse d'urine, la culture d'urine, le RPCU et la mesure de la pression artérielle. La fréquence de la surveillance varie en fonction de la stabilité du patient et de l'instauration de nouveaux traitements. Une fois que la réponse initiale au traitement est déterminée et que le patient est stable, il est raisonnable de surveiller les patients au stade 1 de la MRC tous les 6 à 12 mois, au stade 2 tous les 3 à 6 mois et au stade 3 et 4 tous les 2 à 4 mois. J'espère que vous êtes désormais incollable sur la maladie rénale chronique. Alors surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. À bientôt!